Je voudrais rappeler à chacun ce qu'il a dit hier. Laurent Gbagbo réagit au coup d'État en soulignant que le processus démocratique était bloqué. Il veut nous dire qu'avec Henri Konan Bédié, le processus démocratique était bloqué. Pensez un peu à ce qui s'est passé au Portugal. En 1974, c'est ce qu'on a appelé dans l'histoire la révolution des œillets. Nous vivons, je crois, quelque chose de similaire. Nous luttons, nous, civils, et nous sommes tous donnés un coup de pouce assez décisif, je l'espère, à notre lutte. Je pense que les militaires doivent être à la caserne et que les hommes politiques doivent faire de la politique. C'est bien ce qu'ils ont fait. Laurent Gbagbo dit, c'est bien ce qu'ils ont fait. Il dit, c'est bien que les militaires ont fait le coup d'État. C'est bien que les militaires ont fait le coup d'État, mais il faut qu'ils l'aient fait pour la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo qui cite, c'est écrit, ce que je dis là, c'est écrit. Si tu n'es pas convaincu, il y a le lien qui est là, va taper, tu vas regarder. Laurent Gbagbo dit que le coup d'État, ça a été une bonne chose, mais qu'il faut qu'il l'ait fait pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on ait un calendrier électoral pour revenir à une vie constitutionnelle et pour mettre en place les institutions. Je cherche à ce qu'on ait un processus qui puisse faire en sorte que les gens ne puissent plus dire on va voler et on restera impuni. Il faut enlever de la tête des hommes politiques qu'on vient à la politique pour faire de l'argent. Tu as tenu cet entretien le 3/01/19 sur RFI avec le journaliste Bruno Minas. La jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédié. Beaucoup pourraient se demander pourquoi la FESI jubile à l'issue d'un coup d'État. Il y a des violences dites des violences rédemptrices. Et je pense que c'est le cas actuellement. Beaucoup pourraient se demander pourquoi la FESI jubile à l'issue d'un coup d'État. Il y a des violences dites des violences rédemptrices. Et je pense que c'est le cas actuellement. Beaucoup pourraient se demander pourquoi la FESI jubile à l'issue d'un coup d'État. Il y a des violences dites des violences rédemptrices. Et je pense que c'est le cas actuellement. Dès le départ, on voulait fabriquer un dictateur, un tueur. Des petits marginaux meurent, on dit Gbagbo a tué. Et pourtant, ces cercueils qu'on aligne, comme les investigations de plusieurs organisations des droits de l'homme le prouveront, ce sont ceux de victimes des escadrons de la mort sous le commandement de Laurent Gbagbo et de son entourage immédiat. Il ne s'agit donc pas de petits marginaux, comme le lance avec condescendance et mépris le président ivoirien. Devant l'ampleur des massacres et contre l'orthodoxie religieuse et les valeurs culturelles dans le pays, c'est parfois dans des fosses communes qu'on enterre les victimes. Sous Laurent Gbagbo, les morts ont souvent une religion, l'islam. Sous Laurent Gbagbo, les morts ont souvent une origine, le nord de la Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo, les morts ont souvent une coloration politique, l'opposition. Le génocide, c'est la volonté de destruction de tout parti d'un peuple en raison de son caractère national, racial, ethnique. Et on a pu le voir dans l'histoire avec ce qui s'est passé à Auschwitz, le génocide juif, mais aussi le génocide arménien en 1916 ou le génocide rwandais en 1994. La destruction se fait pour ce qu'on est. Alors, dans le cas de la Côte d'Ivoire, les ingrédients étaient réunis et une tendance génocidaire était déjà sur place parce que plusieurs aspects peuvent être soulignés, c'est-à-dire qu'une idéologie, l'idéologie de l'ivoirité, c'est-à-dire de la différence, mais de la différence meurtrière. On était à la limite, au stade de l'épuration ethnique. C'est certain qu'on était arrivé au stade de l'épuration ethnique. Les musulmans ont été ciblés parce que
des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons, et quelquefois avec certains membres de leur famille. Tout homme sensé ne devrait pas tolérer les attaques des lieux de culte. Notre civilisation est basée aussi sur le fait culturel qu'est la religion. On ne devrait pas tolérer les attaques des lieux de culte. Le jour où les hommes sont assez en colère pour attaquer les lieux de culte, c'est que l'humanité va vers la déshumanisation. Certains Ivoiriens se sont-ils donc laissés déshumaniser sous Laurent Gbagbo quand des lieux de culte sont attaqués, exclusivement des mosquées, contre lesquelles les partisans de M. Gbagbo vont s'acharner? Une punition collective infligée aux membres de cette communauté pour leur soutien supposé à l'opposant Alassane Ouattara, lui-même musulman. Les 10 années de Laurent Gbagbo ont clairement été marquées par un basculement de plus en plus important du pays dans la violence, une généralisation de la violence. Et effectivement, je pense qu'on ne saura probablement jamais exactement, disons, le bilan en termes de victimes de cette période. Mais évidemment, dans ce bilan, il faut intégrer, disons, les victimes des exactions commises par les forces de sécurité ivoiriennes à la solde de Laurent Gbagbo, par les différentes milices. C'est notamment à travers les journaux que lui et ses proches ont créé que Laurent Gbagbo et sa formation, le Front populaire ivoirien, endoctrinent méthodiquement une partie des Ivoiriens. La stratégie de propagande consiste d'abord à brandir le chiffon rouge des étrangers envahisseurs, essentiellement des pays voisins, désignés à la vindicte populaire. Ensuite, le pouvoir, dans sa volonté de réduire l'électorat hostile du Nord à sa plus simple expression, assimile une partie des Ivoiriens de cette vaste région de savane aux immigrés burkinabés, maliens, guinéens et autres Nigériens avec lesquels ils partagent bien de langues locales, de patronymes et même la religion musulmane pour une partie. Il s'agit donc de faire de la majorité des Ivoiriens du Nord des apatrides et donc de leur retirer le droit d'être éligibles et de voter. Les murs de la Cité Rouge d'Abidjan témoignent de l'âpreté des combats. Ce campus universitaire criblé de balles, c'était Fort Gbagbo, le QG de la FESI, un syndicat étudiant réputé pour agir comme une milice, celle de Mia Augustin. Aujourd'hui, ces jeunes affirment l'avoir échappé belle. Depuis la chute de Laurent Gbagbo, les miliciens ont déserté. Tous ceux qui répondaient au nom des ordres de Mia Augustin, tous ceux qui étaient des hommes en armes, qui étaient là sous la coupole de Mia Augustin, il n'y a présentement personne. Car la peur a changé de camp. Dans les rues d'Abidjan circule la rumeur d'une traque meurtrière contre les miliciens de la FESI. L'un d'entre eux, un haut responsable, a accepté de témoigner. Le rendez-vous a été fixé dans une maison à l'extérieur d'Abidjan. Impossible de le situer ni de voir son visage. Il nous demande de lui garantir l'anonymat. Est-ce qu'aujourd'hui vous craignez pour votre vie? Oui, donc on craint pour notre vie. Tout à l'heure, si on sait que je suis là, on peut venir m'attraper. Si je voulais que quelqu'un dise voilà, puis on vient. Donc on a peur, beaucoup peur. Nous F6, je ne suis pas patron, je suis F6. Et on a commis de fautes graves. Donc, quelle faute? Vous parliez de faute, quelle faute par exemple? À la FESI, on a tué, on a frappé des gens. Oui, sur le campus, on a frappé, on a tué. Si vous partez au campus 2 en bas, là, dans le bas-fond, si vous regardez bien, fouiller, d'aller trouver des os là-bas, des gens qui ont été enterrés vivants. Qui vous avez tué? Des étudiants proches de l'autre parti. Ce parti qui est actuellement au pouvoir. Parce que nous, on ne voulait pas que nos syndicats nous concurrencent. Il a été tué, et tout cela, ils vont se venger. Ils vont se venger. Nous sommes responsables de cette situation-là. Nous F6. Vous savez, demandez à tous les Ivoiriens, quand vous parlez de la FESI, ils disent quoi, c'est quoi ça? Ils n'aiment pas la FESI, parce que la FESI tue, la FESI frappe, la FESI vole, sans être inquiété. On faisait tout, on mettait la loi partout. Hein? Je vais vous donner les statuts, et puis je vais vous donner un document que nous, les gens de l'Ouest, nous avons fait pour confisquer le pouvoir.
Pour garder le pouvoir, les consignes sont écrites. Ce document jette les bases d'une guerre ethnique. Ce responsable de la FESI décide finalement de nous le lire. Filles et fils du Grand Ouest, donnons-nous la main car l'heure est venue pour nous de nous exprimer. L'heure est venue de tuer et chasser les Afghans de chez nous. L'heure est venue de récupérer nos terres. L'heure est venue de débarrasser nos villages et nos villes des Djoula, entre parenthèses Mossi. Appel à tuer, et ça c'est un document officiel de la FESI. Officiel, la FESI. Donc nous demandons pardon pour que nous sommes tous des Ivoiriens. Nous devons aller à la réconciliation, ce qu'a demandé le président Alassane. Il a si bien demandé pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que notre chef. Fin de l'entretien, l'homme se dit prêt à reconnaître ses crimes en échange de sa sécurité. En attendant une commission vérité et réconciliation, il demeure reclus entre ces quatre murs. À tout moment, je parle. Commencer par l'école, Monsieur le Président. Oui. Quand on parle d'école aujourd'hui, ce ne sont pas les mots qui manquent. On parle des pannes, des ruines, des désastres. Il y a véritablement un malaise. Que faut-il faire pour guérir les... Je vous ai apporté une copie d'un journal officiel. Nous ne disons pas que ça date de votre mandat. Mais justement, l'école était déjà malade en août 1977. En matière de bonne gouvernance, Abel l'a effleuré. Sur ce plateau, ceux qui se sont succédés ont dénoncé une mauvaise gouvernance en ce qui concerne votre régime. Oui, alors, bon, je ne vais pas faire de polémique, parce que je ne vais pas fuir le problème qui m'est posé. Il faut que les gens constatent que si on est au pouvoir, des gens peuvent voler, des gens peuvent voler, des gens peuvent voler. Un haut fonctionnaire du ministère de la Défense, le colonel de la marine Yao Nguessan, est incarcéré aux États-Unis. Oui. Vous étiez informé de sa mission? On dit souvent, en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et souvent, c'est dans la manière de t'envoyer toi-même que tu peux rencontrer des problèmes sur le terrain. Est-ce que vous pouvez dire rapidement un mot sur ce que les Ivoiriens ont appelé Melcro, le carrefour de l'Indénié qui offre une image? Oui, je peux dire un mot. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui devait faire quoi qui n'a pas fait? Moi, je ne suis pas là pour accuser un tel ou un tel. Non, non, non. Mel a fait quelque chose d'esthétique. Mais il fallait finir par là. C'est pour ça que j'ai promis de créer une banque de l'emploi. Ça, c'est l'auto-emploi. Alors, qu'est-ce à quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Oui. Oui. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, les résultats qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Certains, mais au plan national, on a été totalement... tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Et voilà. Mais oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? Et à quel moment ces viols-là se sont produits? Et c'est ça. Et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amalgame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent, mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela.
c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. J'ai sorti d'ici avec la justice pour la ramener en Côte d'Ivoire. Parce que Simone Evier Gbagbo, j'ai des documents sur elle où elle a fait raser les jeunes patriotes avec Blé Goudé, effectivement. Parce qu'elle a envoyé les cheveux des jeunes patriotes au Bénin, effectivement, pour travailler sur, pour que ceux les personnes prennent des armes. Les jeunes qui ont regroupé pour leur demander de prendre des choses, comment on appelle, de payer du pétrole et de brûler tous ceux qui sont burkinabés. Moi, je ne dis pas on. Je vais traduire Simone Evier Gbagbo en prison, en justice. Il va poser plainte contre elle, puis il va pour montrer toutes ces preuves-là. Ça va aller en Côte d'Ivoire là-bas, mes avocats vont envoyer ça en Côte d'Ivoire là-bas. Et puis s'il y a encore une justice là-bas, on va continuer ça ici. La plainte ici. Donc c'est ce qu'il a voulu dire. Maintenant, on va rentrer dans le but de... À la CPI, les Charles Blé Goudé sont partis témoigner. Si moi j'étais parti témoigner, Gbagbo sortait, Blé Goudé restait. Parce que Gbagbo a demandé à ce que Blé Goudé dise aux jeunes patriotes des Ivoiriens qui veulent le tuer. Donc il faut que ces personnes sortent les mêmes. Mais Blé Goudé et Simone Evier Gbagbo ont demandé qu'ils prennent du pétrole pour brûler tous ceux qui sont du là, les Aoussa, tous ces gens qui les brûler. J'ai des cassettes pour ça. Et j'ai des jeunes qui sont capables de témoigner pour ça. Tout juste le temps de permettre à ces jeunes-là de se mettre à l'abri. Et puis nous allons faire la guerre juridique. C'est ce que j'ai bien voulu vous dire. Donc les heures qui suivent, je vous dirai que je vais faire effectivement un direct. Merci. Oh, honte Ban Ki-moon. Oh, honte Sarkozy. Oh, honte Obama. Et un peu dire, oh, honte Alassane Ouattara. Cet homme vient de lâcher une bombe, des révélations 40 fois supérieures à la cassette Mairie, dit-il. Robert Bourgi a effectivement tout balancé, tout ce qu'il sait sur 25 ans de pratiques occultes entre la France et l'Afrique, au cœur desquelles reviennent deux noms, Chirac et Villepin. Il s'est confié au journal du dimanche. Il n'y avait jamais moins de 5 millions de francs, cela pouvait aller jusqu'à 15 millions. Je me souviens de la première remise de fonds en présence de Villepin. L'argent venait du maréchal Mobutu, président du Zaïre, c'était en 1995. Il m'avait confié 10 millions de francs que Jacques Foccart est allé remettre à Chirac. Foccart, l'ex-secrétaire général de l'Élysée du général de Gaulle, chargé des affaires africaines, va tout apprendre à Bourgi, alias M. Chambertin. Il reprendra le flambeau à sa mort. Dominique de Villepin est un ami de longue date. Après l'élection de Jacques Chirac, leurs relations se dégradent, mais les valises d'argent poursuivent leur va-et-vient, notamment lors de la campagne présidentielle de 2002. D'après Bourgi, 5 chefs d'État africains, dont Laurent Gbagbo et Omar Bongo, auraient été très généreux avec Mamadou, le nom de code de Villepin. Pendant des années, des liasses de billets auraient été acheminées, cachées dans des coffres de voitures ou dans des tambours africains. Bonjour Robert Bourgi. Bonjour. Dans le livre que publient Laurent Gbagbo et François Mattei, vous êtes à nouveau dépeint comme une éminence grise de la France-Afrique et vous auriez, selon Laurent Gbagbo, tenté de le faire cracher au bassinet, c'est l'expression qui est employée, afin que le président ivoirien participe au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Est-ce vrai? Le mot cracher au bassinet est un peu violent, un peu vulgaire. Comment cela s'est-il fait? Lors des rencontres que Laurent Gbagbo avait eu avec Jacques Chirac à l'Élysée et avec Dominique de Villepin hors Élysée, Dominique de Villepin avait demandé à Laurent Gbagbo si, le moment venu, il pouvait aider à la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Laurent Gbagbo avait dit oui. Ni Villepin ni Robert Bourgi n'avaient mis le pistolet sur la tempe de Laurent Gbagbo. Et cela s'est fait dans un restaurant des bords de Seine. Le Voltaire? Pas le Voltaire, justement, je rectifie. Cela s'est fait au restaurant La Pérouse. Et c'est là que Dominique de Villepin, assisté de moi, avait dit à Laurent, bon voilà, Laurent, nous allons vers une campagne présidentielle 2002. Il est de tradition que les chefs d'État africains aident les partis politiques français. Là, nous sommes au pouvoir. Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais nous donner un coup de main? Et Laurent Gbagbo de lui répondre spontanément, il n'y a pas de problème, le moment venu, tu me le fais savoir et j'enverrai un émissaire. Et lors d'un deuxième voyage officiel de Laurent Gbagbo à Paris, une réunion s'est tenue, il y avait là son ministre des Finances, il y avait là son directeur de cabinet Anoma, il y avait là l'ambassadeur Eugène Alou, son directeur de protocole et chef de cabinet. Ils avaient réuni la somme de 3 millions de dollars. Donc Gbagbo a participé à hauteur de 3 millions de dollars au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Absolument. Gbagbo ne fait que confirmer ce que j'avais dit
en septembre 2011 et la planète médiatique m'était tombée dessus. Je n'ai jamais transporté de valise, je le répète, j'accompagnais des émissaires. Et c'est Eugène Alou, directeur du protocole présidentiel, qui a remis cette somme à Dominique de Villepin. Je confirme ce qu'a dit Laurent Gbagbo dans son ouvrage, qui lui ne faisait que confirmer ce que j'avais dit il y a 3 ans. Laurent Gbagbo évoque aussi des pressions qui auraient été faites sur lui ou des menaces à peine voilées. Est-ce que c'est exact? Je dément de la manière la plus catégorique qui soit. Il n'y a jamais eu de pression sur Laurent Gbagbo. L'ex-président ivoirien évoque un autre épisode de vos relations et de vos rencontres. C'était en septembre 2002, il était à Rome. Pendant ce temps-là, à Abidjan, il y avait cette insurrection des militaires, la rébellion qui a tenté de renverser le régime. Vous étiez à Rome ce jour-là et Laurent Gbagbo dit ce n'est pas un hasard. Robert Bourgi était dans mon hôtel, dans le même hôtel que moi. Est-ce que vous confirmez cette rencontre et que faisiez-vous dans le même hôtel que Laurent Gbagbo à Rome? Je me considère toujours comme l'ami de Laurent Gbagbo. Ce que j'ai lu m'a profondément peiné. J'étais à l'hôtel Excelsior à Rome à l'invitation de Laurent Gbagbo. Et ce qu'il dit est totalement faux. Laurent Gbagbo affirme que vous lui avez conseillé avant de rentrer à Abidjan d'aller voir Jacques Chirac. Est-il exact que vous avez donné ce conseil et dans quel but? C'est totalement faux. Lorsque nous avons appris qu'il y avait eu une insurrection en Côte d'Ivoire, nous avons été réveillés et nous nous sommes précipités dans la suite de Laurent Gbagbo. Et j'ai discuté avec lui, il me dit, tu te rends compte, Bob, comme il m'appelle, ce qui arrive. Je lui ai dit, écoute, je vais prendre la tâche de Villepin. J'ai appelé Villepin, je lui ai dit, que doit faire Laurent? Et ils se sont parlé, et Laurent s'est rendu à Abidjan. Je n'ai jamais dit à Laurent Gbagbo d'aller à Paris voir Jacques Chirac ou Villepin, puisqu'il avait parlé à Villepin. Laurent Gbagbo laisse quand même entendre qu'à l'époque, la position de la France était assez floue, assez incertaine. Il laisse même entendre que d'une certaine façon, Jacques Chirac aurait été content de se débarrasser de lui à la faveur de ce coup d'État. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être le cas? Pas du tout. Vous savez, ce sont des élucubrations. Est-ce que c'est la détention? Est-ce que... Je ne sais pas. Donc vous estimez que Jacques Chirac a toujours été franc, honnête avec le président Gbagbo? Absolument, absolument, je puis vous l'assurer. Il n'a jamais eu un quelconque, je ne sais pas... Aucun rôle dans l'insurrection militaire d'Abidjan? Pas du tout. Je puis vous assurer qu'il n'a rien fait qui puisse confirmer cela. La seule chose, le seul reproche que je puisse faire à Jacques Chirac et à Villepin, c'est Marcoussis. Ce que je condamne, c'est le comportement de Villepin vis-à-vis de Gbagbo. Il a traité Laurent Gbagbo comme un valet de chambre, en lui disant « je vais te tordre le bras, il faut signer et tout et tout ». Ça, je le condamne de la manière la plus ferme qui soit. Et si par la suite Laurent Gbagbo et ses partisans ont eu cette attitude vis-à-vis de la France, tout cela est né à Marcoussis. Merci beaucoup Robert Bourgi. Confisquer tous les médias. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il a un carteron de militaires qui règne sur le pays, qui sème la terreur. Et les Ivoiriens ont peur. Tous les jours, quand ils se réveillent le matin, ils sont surpris. Est-ce que vous savez que Laurent Gbagbo a mis en place un début de génocide? Dans les différents quartiers, sur des maisons, il y a des initiales. B, ça veut dire Baoulé. D, ça veut dire Djoula. Et le lendemain, on vous retrouve mort dans un caniveau quelque part, sommairement exécuté. C'est ça la réalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a 1000 personnes qui sont détenues dans les geôles de Laurent Gbagbo? Est-ce que vous savez qu'il y a au moins 2000 personnes qui ne peuvent pas sortir du pays parce qu'ils ont leur nom à l'aéroport? Ils sont recherchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voté pour Laurent Gbagbo. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est un comportement. C'est le respect de la différence. C'est le respect de l'autre. Il y a un déni de démocratie aujourd'hui. Si véritablement on n'en tient pas compte pour sanctionner Laurent Gbagbo, qu'on tourne en rond, eh bien, il ne faudra plus faire d'élections en Côte d'Ivoire. Moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre
que M. Laurent Gbagbo est un panafricain. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, Modoun Diaye, Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zoungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Les gens ont eu le temps de découvrir qui est Gbagbo. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Comme je le dis souvent, vous savez, les Français ne pouvaient pas savoir qui est Gbagbo. Parce que chez les Blancs, là, quand quelqu'un ment, il rougit tout de suite, on sait qu'il ment. Mais chez nous, les Noirs, ici, tu peux mentir, il n'y a même pas une goutte de sueur. Donc, les Blancs, face à Gbagbo, ne pouvaient pas savoir. Mais aujourd'hui, Gbagbo, par son jeu de la roublardise, en signant un décret le matin et en l'abrogeant le lendemain, a montré qu'il n'était pas un président crédible, a montré qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la Côte d'Ivoire. Il dit de te dire d'aller le voir. Je lui ai dit que tu es occupé. Peut-être c'est pour que tu le relèves. Même si tu le relèves, il ne va pas aller rester. Soit tu vas le relever, il monte ici. Si c'est ça, il est. Hein? Le célèbre opposant retente alors sa chance à la présidentielle en 2000. Les résultats sont contestés. Laurent Gbagbo s'autoproclame président. Oui. C'est ok. C'est calme. Je connais pas parce que Le concept d'ivoire est mis en cause est alors revenu en force sur la scène. Les candidatures d'Alassane Ouattara et de l'UPD ont été invalidées. Le premier plan de convocation de la lettre est en voyage en Ouganda où Hugo
Sortis d'Abobo et qui foncent vers le sud sous l'autorité du président. On va pousser jusqu'à la 2. Ils sont inscrits jusqu'à la 2. Ah, je ne peux pas m'occuper de ça. C'est qui? L'information a enflammé la toile dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 juin 2021. Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne, était à l'accueil de son époux Laurent Gbagbo ce jeudi 17 juin 2021. Selon son avocat Maître Ange Rodrigue Dadje, l'ancien président aurait interdit à son épouse de se présenter à son accueil à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. J'apprends ce soir, mercredi, que M. Monet-Léon, le coordonnateur général de l'organisation de l'accueil du président Laurent Gbagbo, est venu en personne voir Madame Simone Gbagbo pour l'informer de ce que le président Laurent Gbagbo ne voudrait pas la voir à l'aéroport ce 17 juin pour l'accueillir. Je suis choqué par cette information et espère que Madame Simone Gbagbo sera bien présente à l'aéroport, avait écrit Maître Ange Rodrigue Dadje. Mais contre toute attente, Simone s'est rendue à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour y accueillir son époux de l'ex-président. Ce jour du retour au pays de mon époux est la conclusion positive et victorieuse de toute cette lutte. Je me rends donc à l'aéroport pour saluer cette victoire. Parce qu'elle ouvre de nouvelles perspectives et heureuses pour notre nation. Levons-nous de partout et célébrons la puissance de Dieu, avait déclaré l'ancienne première dame peu avant de se rendre à l'aéroport. Avant l'annonce de son retour au bercail, des rumeurs persistantes avaient fait cas de la volonté de Laurent Gbagbo de divorcer d'avec Simone Gbagbo qu'il considère avoir été pour beaucoup dans sa chute du pouvoir en avril 2011. Laurent Gbagbo, 76 ans, vit depuis sa remise en liberté en 2019 à Bruxelles, avec Nadi Bamba, sa seconde épouse avec qui il a regagné Abidjan ce jeudi. Rentré, Laurent Gbagbo devrait être amené à clarifier ses relations avec Simone, mais une scène pour le moins curieuse qui a eu lieu à sa descente d'avion suscite des interrogations. Sur des séquences de vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir Simone Gbagbo, les bars ouverts, prête à faire des accolades à son époux. Mais Laurent Gbagbo, qui avait à ses côtés sa seconde épouse Nadi Bamba qui le tenait au bras, a tenté de répudier Simone d'un geste maladroit de la main. Une scène honteuse, pas digne de quelqu'un qui revient au pays après 10 années d'absence. À travers ce geste, Laurent Gbagbo confirme que le couple qu'il a forgé avec Simone au gré des épreuves politiques n'existe plus que sur le papier.